Salam alaikum. Aujourd'hui, on va traiter une question que la plupart des musulmans se posent, à savoir est-ce qu'investir en crypto-monnaie est halal ou pas? Ok, c'est extrêmement intéressant étant donné qu'il y a beaucoup de subtilités comme les avis juridiques ou encore la différence entre trading et investissement que l'on va couvrir bien sûr dans cette vidéo. Donc prends bien tes popcorn et c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait servir. Également, si jamais tu souhaites aller un peu plus loin et tu souhaites qu'on analyse un peu ta situation personnelle en termes d'investissement, de profil de risque et d'objectifs pour faire des simulations, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en ligne de description. C'est un appel totalement offert d'audit avec moi qui va te permettre justement d'avoir un plan d'action offert à la fin de l'appel. Il n'y a pas de vente, il n'y a rien de caché, etc. Donc clique sur le premier lien en bio, enfin en description si jamais tu veux qu'on en discute. Allez, c'est parti, là on va vraiment commencer. Donc les avis juridiques, du coup on va commencer par la base parce que si c'est pas au clair, si ça, ce n'est pas au clair, ça sert à rien d'aller plus loin. Voici une partie justement du tableau des avis juridiques que je fournis à mes clients pour qu'ils puissent faire leur due diligence en termes d'avis juridiques. Et donc, c'est ultra important déjà, avant même de parler de la différence entre trading et investissement et comment on se base, qu'est-ce qui rend halal les cryptos, etc., qu'est-ce qui rend haram les cryptos. En fait, de déjà se baser sur qu'est-ce que les savants disent et qu'est-ce qu'ils ont édicté comme règle concernant justement l'investissement en crypto-monnaie, l'investissement en bitcoin, l'investissement, voilà, en crypto-actifs. On va voir tout ça. C'est vrai qu'il y a une différence à faire entre crypto-monnaie et crypto-actifs. Je vais certainement y revenir juste après, donc pas de souci. Donc là, on va passer un petit peu en revue. Je te laisserai faire pause et regarder les sources. Si jamais, voilà, tu veux que je mette les sources en commentaire, n'hésite pas à m'envoyer à écrire un message en commentaire. Je les lis tous. Donc, n'hésite pas à me le faire savoir si jamais tu veux que je les mette en commentaire, ces sources-là, tout simplement. Donc, on va commencer. D'abord, je voulais déjà faire la précision que je divise. Donc, il y a des chers spécialisés en fiqh et les chers spécialisés en finance islamique. Alors, pourquoi je fais cette distinction? Eh ben, exactement pour la même raison qu'en 2000, quand Internet a été prohibé par la plupart des savants. Ceux qui ont prohibé justement l'arrivée d'Internet, ça a été les chirs un peu plus conservateurs et les chirs qui sont vraiment spécialisés en jurisprudence et en fiqh et qui est, en fait, était, c'est pas mauvais hein, en soi, mais qui était très pessimiste quant aux bienfaits que pouvait fournir Internet et enfin le ratio entre bienfaits et justement, enfin bénéfices et inconvénients. Enfin bref, je sais pas si tu me suis, mais du coup, je décide de diviser en 2 catégories justement les avis juridiques concernant les cryptos. Donc on a en chers spécialisés en fiqh et les chers spécialisés en finance islamique. Et donc bien sûr, chaque avis juridique aura le même poids, bien sûr, dans tous les cas, mais ces avis juridiques-là ça va te permettre justement d'avoir un œil un peu différent quand tu vas étudier l'un ou l'autre des avis juridiques, étant donné que tu sais que, par exemple, les avis spécialisés en fiqh, ils ne vont pas forcément se baser sur des réalités financières et économiques que les cheikhs spécialisés en finance islamique pourront se baser et voilà. Donc let's go, c'est parti. Donc je vais zoomer, je vais vite fait, passer en revue un petit peu, les différents avis juridiques. Maintenant et je vais également te dire un petit peu les avis, j'ai envie de dire majoritaires, minoritaires et les avis un peu, voilà, tous les avis, je vais un peu te les énumérer. Donc on va avoir un avis qui est très, très, très connu, c'est l'avis du cheikh Souleymane Al-Ruhaili et qui édicte que c'est haram. Je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont vu justement sa vidéo YouTube. Enfin, non, il avait répondu à une question et du coup, forcément, ça a été filmé et donc forcément, ça a été posté sur YouTube. Donc, je te conseille d'aller voir la vidéo. C'est juste là. Le lien, si jamais tu veux le trouver. De toute façon, c'est très connu, hein. Tu mets Cher Suleiman Al-Khaili et tu mets Bitcoin à côté ou tu mets crypto à côté et tu vas forcément tomber sur une vidéo qui en parle. C'est très connu. Enfin, bref. Donc, ouais, je te laisserai lire l'explication si tu veux. Après, voilà, il y a d'autres avis juridiques concernant d'autres chirs. Donc, je te laisserai lire si jamais tu le veux. Juste passer en revue voilà, les plus pertinents de chaque domaine. Donc, ensuite, là, le plus pertinent, ça va être Chir El Kheflen, donc, qui est au comité permanent d'Arabie Saoudite. Donc, lui, il édicte que c'est halal. Et également, tu vas pouvoir voir les sources juste ici. Après, voilà, il y a d'autres mouftis qui vont être assez pertinents, comme le moufti Fares Edem, qui est très pertinent, surtout au Royaume-Uni. Et donc, il y a il a fait un live, etc. Et avec le moufti Mohamed Paracha. Et également, tu pourras aller voir sur son, comment on appelle ça, sur le site de sa,
de son Sharia board, pardon, le site de son Sharia board, on va pouvoir voir justement son avis concernant les cryptos et donc les crypto-assets. Donc pas les crypto-monnaies, mais les crypto-assets et les crypto-actifs qui sont 2 classes différentes. On va y venir juste après. Donc voilà, je te laisserai lire et je te laisserai également aller vérifier les sources par toi-même parce que c'est ultra important déjà de vérifier les sources. Donc je te laisserai faire ça. Je te les remets là et tu mets pause si jamais tu veux lire, tout simplement. Et nous, on va passer à la suite. Donc il n'y a pas de réponse définitive aujourd'hui, étant donné qu'il y a des différences d'opinion entre les savants qui relatent de plusieurs choses. Alors de un, on va avoir le madhab qui vont suivre, parce que c'est vrai que on oublie souvent, mais chaque shir qui va être cité ici, chaque mufti va suivre un madhab qui va être différent. Et donc, le choix du madhab que le shir va suivre va justement influencer également l'avis final et la conclusion de la fatwa ou de l'avis juridique que le shir va décider de prendre et la position qu'il va prendre. Donc c'est quelque chose, c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va dépendre du madhab. Ensuite, on va voir l'application des méthodes d'analyse différentes. Par exemple, très concret, le prisme par lequel on considère Bitcoin, à savoir soit le prisme d'une monnaie, soit le prisme d'un actif ou aucun des deux. Donc en fait, aujourd'hui, en finance islamique, enfin en jurisprudence islamique, on va voir Bitcoin selon différents prismes. Alors soit le prisme du coup d'une monnaie, comme je l'ai dit, donc un moyen d'échange, c'est-à-dire un moyen d'échange qui va pouvoir être utilisé. Voilà, demain tu vas, je sais pas, à Carrefour, et ben en fait, ils vont prendre tes crypto-monnaies et vont accepter tes crypto-monnaies comme comme une monnaie, tout simplement. Et tu peux acheter des choses. Et bon, on le voit aujourd'hui avec le Salvador, avec les Émirats arabes unis, où c'est beaucoup plus démocratisé que par exemple en Occident ou dans d'autres pays du monde. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à se démocratiser dans pas mal de pays. Et également, il faut que ce soit adopté massivement et ça, c'était le premier prisme par lequel on peut voir le Bitcoin. Ensuite, on peut voir le Bitcoin par un actif. Donc, un actif, qu'est-ce que c'est? Ça va être comme de l'or, par exemple. De l'or, une action ou alors de l'immobilier. C'est-à-dire quelque chose qui va prendre en valeur. Donc, forcément, là, il va y avoir différentes conditions pour que justement ce soit considéré comme un actif. Notamment la possession, notamment euh, l'aspect de la spéculation, de l'utilité, etc. Et ensuite, on va avoir également euh, donc aucun des deux. Donc en fait, sous le prisme de Bitcoin ne sert à rien, entre guillemets. Du coup, forcément, là, si on prend ce prisme-là, que Bitcoin n'est ni une monnaie ni un actif et qui ne sert absolument à rien, bah forcément là, tous les avis juridiques qui vont suivre ce prisme-là, par lequel on voit Bitcoin, va considérer que c'est haram d'investir dans Bitcoin. Ok. Ensuite, ouais, il faut savoir du coup que je parle de Bitcoin. Pourquoi? Parce que je pense que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais quand même rappeler juste avant, enfin le rappeler, l'édicter avant qu'on on, on développe là-dessus, mais c'est qu'il va y avoir Bitcoin et les autres cryptos. Donc d'abord, les avis juridiques déjà que tu vas voir ici vont principalement concerner Bitcoin et ensuite les avis juridiques vont statuer sur les autres crypto-monnaies. Maintenant, on n'a pas énormément d'avis juridiques qui vont statuer sur la licéité ou non des cryptos actifs en général. Alors bien sûr, il y en a, hein, je ne te dis pas qu'il n'y en a aucun, il y en a forcément, mais il y en a beaucoup plus qui vont justement statuer sur la licéité et de Bitcoin, tout simplement. Et donc ensuite, du coup, le troisième, la troisième différence, ça va être l'effort d'ijtihad qu'ils ont pu fournir. Donc les différences d'interprétation. Et du coup, la différence d'interprétation au niveau des textes, au niveau voilà, de l'environnement macroéconomique actuel, de l'environnement économique, selon par exemple les chaires spécialisées en finance islamique, etc. Donc voilà, il y a 3 variables à prendre en compte qui sont extrêmement importantes et qui sont peut-être un peu négligées des fois quand on parle d'avis juridique. Et du coup, c'est bien de faire une petite piqûre de rappel pour savoir un petit peu comment ça se passe et pourquoi il y a différents avis juridiques, pourquoi c'est différent, tout simplement. Donc tu l'auras également remarqué, mais les avis juridiques disponibles sont uniquement des fatwas individuels. Il n'y a pas eu encore de fatwa collective relatant de la licéité des cryptos. Je précise parce que c'est une erreur que je vois trop souvent. Des fois, on me dit, bah attends, je vais y venir, mais des fois, on me dit que le Majma' al-Fiqh al-Islami a dit que le Bitcoin ou les cryptos, c'était haram. Non. Donc non, le Majma' al-Fiqh al-Islami ou l'AAOIFI n'ont pas encore statué sur les cryptos. Tout simplement parce que c'est encore tout nouveau et que les savants prennent leur temps pour étudier justement tout ce qui va être des avis juridiques, etc., tout ce qui va relater des avis juridiques, des fatwas des savants. Ça prend énormément de temps. Et fournir une fatwa,
Du coup, ils prennent leur temps justement pour étudier et fournir une fatwa. Et les 2 institutions considèrent qu'il n'y a pas assez d'informations sur le sujet des crypto-monnaies, des crypto-actifs pour statuer dessus. Actuellement, du coup, pour statuer dessus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, énormément d'informations. Après, bien sûr, il y a aussi un flou juridique à ce niveau-là, on ne sait pas trop. Et donc voilà, les fatwas, enfin les sheikhs qui vont justement, statuer sur les fatwas collectives concernant les cryptos, Bitcoin, bah, prennent énormément de temps étant donné qu'ils veulent être sûrs à 1000 étant donné qu'une surtout voilà, c'est mon autre point, c'est surtout qu'une fatwa collective d'une de ces 2 institutions qui sont extrêmement reconnues aurait beaucoup plus de poids et d'impact en finance islamique et que par conséquent, ils préfèrent étudier le sujet beaucoup plus en profondeur, quitte à attendre que le secteur évolue pour statuer définitivement dessus. Comme ils ont pu le faire avec les autres classes d'actifs, comme les actions ou les différents contrats sukuk par exemple. Et donc c'est extrêmement important de comprendre ça et de l'accepter, étant donné que demain, si jamais une fatwa collective vient à sortir au niveau de la licéité de Bitcoin ou des cryptoactifs ou enfin des altcoins, donc les autres crypto-monnaies en dehors de Bitcoin, bah, ça aurait des lourdes conséquences en fait sur l'univers un petit peu de la finance islamique au global. Donc c'est pour ça que ça prend du temps et qu'il faut être patient et qu'il faut comprendre pourquoi ça prend autant de temps, tout simplement. Ensuite, il est important de noter également que la plupart des avis juridiques concernant la crypto, donc ceux qu'on a cités juste avant, statut sur la licéité de Bitcoin. Donc, il ne faut pas choisir de suivre un avis juridique qui autorise l'investissement en Bitcoin, mais qui n'a pas statué sur la licéité de Ether, Solana ou encore XRP. C'est ce que je disais du coup juste avant, c'est que là, comme tu vas le voir ici, les avis juridiques, ils vont uniquement concerner Bitcoin. Bon, pas tous, hein, bien sûr, il y a forcément, enfin, il y a des avis juridiques qui vont pas uniquement statuer sur Bitcoin, mais qui vont statuer sur d'autres avis, sur d'autres cryptoactifs, d'autres crypto-monnaies. Euh, et donc forcément, si jamais tu suis, par exemple, un avis qui va uniquement concerner la licéité ou non de Bitcoin, bah, tu vas pas pouvoir, et si tu suis cet avis-là, il faut rester cohérent et tu vas pas pouvoir investir sur Ether, Solana ou XRP, tout simplement. Parce qu'il faut garder de la cohérence et tu ne vas pas choisir, piocher là où tu as envie et parce que tu as envie. Non, c'est comme si jamais tu suis l'avis de la AOIFI, bah, demain, tu vas pas aller ne pas purifier tes dividendes. Tu vois, c'est essentiel de purifier ses dividendes. Il faut que tu suives absolument bah, toutes les règles en fait, qui sont mises en place par l'avis juridique que tu suis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une question de cohérence en fait de ce que tu vas choisir. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis là. Un petit rappel, une petite piqûre de rappel, c'est extrêmement important. Ensuite, quelque chose également d'assez important que je voulais souligner, c'est les manières d'investir. Parce que malheureusement, on fait souvent l'amalgame avec les différentes manières d'investir son argent. J'en ferai certainement une vidéo d'ailleurs. Dites-moi si ça vous semble pertinent en commentaire, vous m'envoyez. De toute façon, je lis tous les commentaires, donc si jamais vous avez une question ou quoi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, du coup, dites-moi si ça vous paraîtrait pertinent ou pas qu'on fasse justement une vidéo plus approfondie sur les différentes manières d'investir son argent. Euh, voilà, parce que là, je rentre pas dans le détail, je vais juste te montrer un petit peu dans le cadre de la licéité en islam. Mais voilà. Du coup, il faut savoir qu'en investissement, il existe trois grandes manières d'investir son argent. Soit on va avoir sur du court terme, donc j'ai envie de dire même une semaine à un an. Bon, là, j'ai mis un mois, parce que, bon, bref. Ensuite, on va avoir sur du moyen terme, donc de un an à 5 ans. Donc, ça va être de l'investissement moyen terme. Ensuite, on va avoir sur du long terme, donc de 5 ans et plus. J'ai même envie de dire 7 ans, mais bon, bref. On va pas chipoter pour quelques détails. Et ça va être de l'investissement long terme. Et le truc, c'est que pour chaque méthodologie d'investissement, les produits ou véhicules que l'on va utiliser ne seront pas les mêmes. Et il est important de noter que certains sont haram et pour différentes raisons. Et on ne va pas développer ici parce que ça c'est pas le sujet principal et ça prendrait beaucoup trop de temps de tout développer ici. Et en fait, voilà, ce qu'il faut, voilà, du coup, je t'ai fait un résumé. Et du coup, je fais surtout allusion au trading ou à l'investissement au moyen terme qui peuvent nécessiter le recours à des outils totalement haram. Par exemple, un commun aux 2, c'est l'effet de levier. Tu peux pas faire de l'effet de levier sur du trading. Par exemple, tu peux pas ne pas utiliser l'effet de levier sur du trading dû à la gestion de risque. Tu es obligé d'utiliser de l'effet de levier pour bien gérer ton risque en trading spéculatif. Et en investissement moyen terme, c'est aussi très utilisé pour la gestion de risque. Maintenant, c'est beaucoup moins utilisé, bien sûr. C'est pour ça que, bon, je vais faire une petite parenthèse juste après, mais voilà. Et du coup, les produits également dérivés, c'est quelque chose qui va être haram et essentiel si jamais tu veux faire du trading spéculatif. Spéculatif, par exemple, pardon. Donc, par exemple, on va avoir les CFD, les futurs, les options, les swaps, les warrants, etc. Il y en a plein, plein, plein.
Si jamais tu veux développer ce sujet-là, bah, tu peux regarder sur internet, Google, hein, il va y avoir plein de choses. Mais garde à l'esprit que c'est haram. Tu pourras même regarder pourquoi c'est haram. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur ce sujet-là, dis-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de faire ça. Ensuite, on va avoir le délai de règlement livraison. Donc ça, c'est quelque chose aussi de pas très connu, j'ai envie de dire, en finance islamique, mais de toute façon, je vais le développer. Donc en fait, plus de 2 jours en fait, il faut que le délai de règlement livraison, donc c'est quoi déjà le délai de règlement livraison? Quand tu achètes un ordre en bourse, il va passer par plusieurs étapes post-marché, on appelle ça. Donc ces étapes-là, elles vont te permettre justement de savoir si jamais elles vont te permettre justement de suivre l'évolution un petit peu de ton ordre et en fait, la toute dernière étape, c'est le règlement de livraison. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu payes et tu reçois justement ce que tu as acheté, OK? Donc par exemple, tu achètes une action Apple et ben, le dernier stade, ça va être: «OK, bah, je reçois l'action Apple et je suis débité de 200 par exemple, tout simplement. Donc généralement, il est de 2 jours ouvrés. Ça veut dire que tu reçois réellement l'action Apple ou l'ETF que tu as acheté sur une place boursière 2 jours ouvrés après avoir cliqué sur acheter sur ton courtier en ligne ou sur, ton PEA, peu importe, OK? Donc par exemple, en Malaisie, les savants recommandaient d'attendre 3 jours ouvrés qui est le temps de règlement livraison à Bursa Malaysia, donc la bourse, de Malaisie. Donc justement, c'est une recommandation des savants qu'il faut attendre la fin du règlement livraison avant de vendre un ordre. D'ailleurs, tu as souvent des avertissements quand tu investis à travers IBKR, sur, la bourse, malaisienne, étant donné qu'il y a des restrictions concernant la finance islamique. Donc je trouve ça, c'est une petite anecdote comme ça que je te balance. OK? Et donc l'investissement court terme n'est pas possible étant donné que tu ne peux pas avoir une bonne gestion de risque en n'utilisant pas de levier et que traiter sur d'autres choses que des dérivés n'est pas intéressant du point de vue des frais. Ensuite, on va voir l'investissement moyen terme qui est totalement possible, hein. Il faut juste bien se former et être conscient que ça demande de l'investissement personnel en plus de l'argent évidemment. Et pour avoir des connaissances approfondies des marchés, de la macroéconomie, de la microéconomie, de la géopolitique, des interconnexions de marchés ou encore de la rédaction de thèses ou conjonctures d'investissement. Donc c'est réservé soit à des professionnels de la finance ou à des personnes qui souhaitent en faire leur métier à plein temps. Donc forcément, ça va pas être, destiné à l'investisseur qui a son revenu actif, je sais pas, qui travaille, qui voilà, a ses activités à côté, mais qui souhaite, tout de même, voilà, faire beaucoup de performances et faire, du 30 à l'année, enfin bref. Et donc ça, c'est vraiment réservé aux professionnels et aux personnes qui veulent vraiment y accorder beaucoup de temps, de d'analyse et de temps, en fait, personnel, d'investissement personnel, tout simplement. Et enfin, du coup, on va voir l'investissement long terme qui est totalement possible et qui est le plus facilement applicable en parallèle de ta vie active. Donc, soit ton emploi, ton business, etc. Car il ne nécessite que 15 minutes par mois quand on a la bonne méthodologie et le bon système appliqué à ses finances personnelles et à ses finances d'investissement, tout simplement. Mais forcément, les rendements et la rentabilité seront moindres, mais suivent la croissance économique mondiale. Donc, te permet de sécuriser ton patrimoine en plus de le faire fructifier. C'est le meilleur compromis pour 99 des gens facilement. Et donc ça, c'est la dernière méthodologie d'investissement, l'investissement long terme. C'est le meilleur compromis et c'est la chose que la plupart des personnes, des grosses fortunes font, étant donné que c'est, la méthode qui te demande le moins de temps pour le plus de ROI, de retour sur investissement. Parce que, par exemple, cette, méthodologie-là d'investissement moyen terme a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, énormément de temps d'investissement, de personnel en tout cas et aussi pour être rentable, c'est-à-dire pour remplacer ton revenu actif, il te faut pas mal de capital. Ça veut dire que demain, si jamais tu veux faire de l'investissement moyen terme, il te faut facilement 100 000, 200 000 euros de patrimoine, enfin de capital, non, même pas de patrimoine, de capital à investir. Tout investi, hein, tu n'as pas une poche de trésorerie pour gérer le risque, etc. Tout investi pour pouvoir déjà en vivre et essayer de se générer un revenu avec. Et donc, c'est très compliqué justement aujourd'hui, enfin ça dépend de ta situation, mais voilà, dans tous les cas, moi, c'est pas ce que je propose, mais c'est compliqué aujourd'hui de faire de l'investissement moyen terme, sans avoir un gros capital, déjà de départ. Mais enfin, tout ce qui en tout cas, si jamais tu veux investir, l'investissement long terme, ça va être le meilleur et en plus, dans la plupart des cas, quand tu investis, c'est pas pour demain, c'est pas pour remplacer ton salaire, ton business ou peu importe. C'est vraiment juste pour faire fructifier cet argent et le sécuriser, le préserver. D'abord de le préserver, ensuite de le faire fructifier. Du coup, vu que, l'économie, enfin la croissance économique mondiale forcément, croît beaucoup plus vite que l'inflation et donc ça te permet forcément d'avoir, une croissance sur du long terme et pouvoir préparer tes projets d'avenir, que ce soit, l'achat d'une résidence principale, tout ce qui va être,
la retraite, l'indépendance financière, je sais pas, la préparation des études de tes enfants, par exemple, ce genre de choses. Et tout ça, ça va te permettre justement, enfin, ça va être atteignable à travers l'investissement long terme. OK? Donc c'est le dernier véhicule. Donc voilà, pour, tout ça. Et donc oui, justement pour conclure un petit peu sur les manières d'investir, hem, en crypto et on a aussi beaucoup l'amalgame du trading, enfin du crypto égale trading égale spéculation égale haram. C'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de nuances à avoir, surtout sur le terme spéculation qui n'a rien à voir avec le terme meysir en arabe et donc ces 2 termes-là sont à dissocier, aussi parce que c'est extrêmement important de comprendre que la spéculation, c'est sur la définition du Larousse, c'est juste la différence entre un prix d'achat et un prix de vente. C'est tout. Et si jamais ça, c'est haram, alors ce que ça voudrait dire, c'est que le commerce également, c'est-à-dire acheter quelque chose, une pièce de vêtement, peu importe que ce que c'est et le revendre un petit peu plus cher en prenant sa marge, étant donné que tu prends le risque de le détenir. Enfin bref, après je vais pas faire un cours un peu sur le commerce, ça serait ce serait beaucoup trop long. Mais enfin bref, pour résumer, c'est vraiment, cette histoire-là de crypto, il faut vraiment remettre un petit peu tout en perspective, étant donné que, bah, acheter de la crypto ne veut pas forcément dire trader ou spéculer massivement sur le marché. Ça veut juste dire tenir un actif long terme comme de l'or et il faut voir, je pense, la crypto, Bitcoin, un petit peu comme de l'or, malgré que sur le white paper, ce soit, beaucoup plus explicité comme une monnaie mais bah, aujourd'hui, enfin Bitcoin, il va atteindre des sommets historiques. Là, il est déjà à 100 000, je crois, quand je tourne la vidéo, 100 000 $, truc comme ça. Enfin bref, hem, ah non, je dis n'importe quoi, je crois qu'il est à 80 000 $. Enfin bref, en tout cas, voilà, il est assez haut comparé à bon, à il y a 2 3 ans quand quand j'étais enfin 2 3 enfin 3 4 ans quand je commençais l'investissement. C'est vrai qu'il est beaucoup plus haut. Mais enfin bref, c'est vrai que c'est extrêmement important de faire la différence et moi personnellement, je le vois comme une réserve de valeur, étant donné que bon, demain avoir, une monnaie qui vaut, comparée à du dollar américain, qui est la plus grosse monnaie, la réserve mondiale par référence, 80 000, je trouve que ça ressemble plus à de l'or et à une réserve de valeur, surtout qu'en plus, le mécanisme derrière Bitcoin ressemble énormément à l'or, c'est-à-dire qu'il y aura que 21 millions, il y aura que, voilà, c'est limité, c'est une offre limitée et qui est une réserve de valeur. Après, bien sûr, dans tous les cas, c'est spéculatif, exactement comme l'or. L'or, tu l'achètes parce que tu sais que demain, il y aura quelqu'un qui sera prêt à te l'acheter plus cher que ce que toi, tu l'as acheté. C'est exactement le même principe, mais c'est juste que c'est sur deux, enfin, j'ai envie de dire, c'est 2 supports qui vont être complètement différents. Ça n'aura absolument rien à voir les uns des autres. Surtout que, demain, Bitcoin, ça pourrait également être utilisé comme, monnaie, étant donné qu'avant l'or était utilisé comme monnaie, depuis 1971, après la fin du gold standard, donc la fin des accords de Bretton Woods, bah, c'est plus justement l'or qui est, la monnaie de enfin l'étalon de référence, l'étalon or de référence. Mais, enfin, ça a été complètement, annulé et puis maintenant c'est, carrément, de la dette, enfin bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais dans tous les cas, voilà, ça le bitcoin, je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec l'or, donc c'est pour ça que je le vois plus comme un actif plutôt qu'une monnaie, enfin personnellement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et donc voilà et du coup, si jamais tu comptes, voilà, investir, bon, pour vraiment conclure de chez conclure, si jamais tu comptes investir long terme sur du bitcoin, étudie les avis juridiques, mais voilà, ne vois pas les cryptos comme du trading ou de l'investissement moyen terme. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et commenter. Et si jamais tu veux qu'on développe un petit peu ta situation personnelle en appel, dans un appel d'audit complètement offert, bah, n'hésite pas, c'est le premier lien en ligne de description. Et du coup, moi, je te dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.